Alors bonjour, dans cette vidéo, on va un petit peu voir comment on peut, avec un analyseur de spectre, caractériser en détail le signal qui provient d'une clé de voiture, donc une clé qui utilise les ondes radio pour l'ouverture ou la fermeture centralisée d'un véhicule. Donc, on va utiliser un RSA 306B, donc un analyseur de spectre Tektronix, qui se branche sur un ordinateur portable en USB 3. Donc, ça ressemble à ça, un format très compact. Et à l'entrée, on va y mettre une antenne pour pouvoir capturer ce signal. Sur mon PC ici est installé le logiciel qui permet de contrôler l'instrument, qui s'appelle Signal Vue PC, donc ça ressemble à ça. Et on va commencer. Alors, ici on est réglé à 1 GHz par défaut, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer déjà de trouver la fréquence à laquelle la clé émet. Voilà. Comme on n'a aucune idée, a priori, on va faire un scan assez large dans un premier temps. On va commencer, admettons, entre 50 mégas et 1 giga, suffisamment large. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que on va diminuer le niveau de référence qu'on voit là. Ça va avoir pour effet d'augmenter la sensibilité d'entrée de l'appareil. Vous allez voir, en le diminuant, on va avoir des signaux qui vont sortir du bruit, tout simplement parce que le bruit diminue en faisant baisser ce niveau de référence. Voilà, on a toutes sortes de choses, voilà, des signaux, la bande radio, les FM, les signaux télécom, etc. Ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir voir notre signal plus facilement, c'est qu'on va activer une trace Maxol. Donc c'est une trace qui cumule le maximum des traces qui sont capturées et qui le garde à l'écran. Et maintenant on va appuyer sur la clé. Voilà, deux, trois fois, et on voit effectivement qu'ici on a un signal prédominant qui correspond vraisemblablement au signal qui provient de la clé. On va tout simplement se centrer dessus, dans un premier temps assez grossièrement. On va voir un petit peu si on est bien, voilà, donc on n'est pas trop mal, on va se remettre dessus, on va diminuer le span, voilà, là c'est pas trop mal. Ok, donc là effectivement, on voit un petit peu à quoi ça ressemble, c'est visiblement donc un signal autour de 434 MHz, donc c'est la bande libre, la bande ISM, il y en a plusieurs, hein, 434, 868, 2 Go 4, autour de 5 Go. Donc c'est les bandes libres, donc c'est assez commun de trouver des communications de clés de voiture ou autres dispositifs à ces fréquences-là. Euh, donc on voit effectivement qu'il y a visiblement un saut de 3 fréquences avec par la suite, à la fin, une séquence plus courte, hein, qu'on discerne un petit peu à la fin. Euh, Ce qu'on peut faire déjà, c'est quand on arrête, on a la possibilité avec cet analyseur-là de ici rejouer ce qui a été capturé. Donc, depuis qu'on discute là, on a 4854 spectres qui ont été capturés et on peut revenir dessus indépendamment, un par un, ou bien carrément rejouer le signal. Voilà. On peut même contrôler la vitesse de lecture. Voilà, je suis plus en train de capturer, hein, je suis en train de tout simplement relire, euh, faire la relecture de ce que j'ai capturé au départ. Donc ça c'est plutôt intéressant pour pouvoir faire de la surveillance, hein. On peut enregistrer une quantité assez impressionnante de spectres sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça c'est assez intéressant. Je vais revenir sur la capture temps réel. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir déjà ce qu'on appelle un spectrogramme. Alors, va apparaître à l'écran ici ce que Tektronix appelle le DPX. Donc c'est un spectre aussi, sauf que ici on fait beaucoup plus de captures que là. C'est ce qu'on appelle le DPX. On peut aller jusqu'à 10 000 spectres par seconde sur ce mode d'acquisition. Voilà, et on voit que voilà, ici ça n'apporte, le gain n'est pas forcément évident sur ce type de signaux parce que c'est quand même assez lent, assez, assez, euh, assez, c'est quand même des phénomènes assez lents, des paquets plutôt larges. Mais si on se trouve sur des transmissions beaucoup plus courtes, là, ça a un réel intérêt. On voit quand même qu'il y a des choses, des artefacts peut-être, des lobes ici qui apparaissent, qu'on voit pas sur la partie de droite,
qu'on va peut-être pouvoir, qu'il est intéressant de voir ici. On va peut-être pouvoir investiguer un petit peu plus en détail par la suite. Donc, ce qu'on veut, c'est le spectrogramme. Donc, le spectrogramme, c'est tout simplement une vue du dessus du spectre. D'accord? Donc, ça défile en fonction du temps. Et quand j'appuie une fois sur ma clé, on voit un peu ce qui se passe beaucoup plus clairement dans le temps. Donc, on voit clairement que il y a une série de trois impulsions séquentielles à trois fréquences différentes et trois autres beaucoup plus courtes. C'est ce on entrevoyait à la fin. Alors, si je m'arrête un petit peu, je peux revenir dessus. Voilà. Hop, on peut zoomer. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc effectivement, trois fréquences, trois canaux assez larges, trois paquets assez longs, et puis par la suite trois autres aux mêmes fréquences visiblement, mais beaucoup plus courts. Donc c'est ça systématiquement la même chose, hein, ici. Donc voilà. Donc ça c'est déjà intéressant. En très peu de temps, on voit un petit peu déjà comment se comporte la clé, comment se comporte la transmission, à quelle fréquence ça saute, etc. On va couper ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer, pour pouvoir caractériser précisément les choses, on va essayer de capturer une séquence complète de 6 impulsions. Pour faire ça, on va ouvrir une fenêtre qui s'appelle Time Overview et qui permet d'observer ici la puissance RF en fonction du temps. On voit l'enveloppe du signal RF en fonction du temps. Donc on a là, ici les abscisses, c'est le temps. Et donc ça va être intéressant de regarder ça. D'accord. Et pour pouvoir de faire capturer l'analyseur au début de chaque séquence, mais on va mettre une condition de déclenchement. D'accord, ici dans le menu trigger, on va choisir de déclencher l'analyseur, c'est-à-dire que on définit un seuil en dBm. On voit apparaître ici, hein. Ici, c'est matérialisé par cette ligne. Et dès que la puissance détectée franchit ce seuil, l'analyseur va déclencher. Okay, le point de déclenchement est au milieu, on va le mettre au début de l'acquisition, tout à gauche. Et ici, on a 111 microsecondes de capture, ce qui c'est manifestement beaucoup trop court. On a vu que bon, quand on appuie une fois sur la clé, ça durait à peu près une seconde, un peu moins. Donc on va mettre au bas mot 800 millisecondes. Et on va faire un monocoup, un single. Et on va appuyer sur la clé. Et là, effectivement, en bas à gauche, on voit que l'analyseur dit transfert. Donc il a déclenché, il transfère. Et voilà, en un tour de bras, on a réussi à capturer les 6 impulsions. D'accord, donc on voit tout de suite que ça fait à peu près effectivement 800 millisecondes, c'était une bonne estimation. Et cette fenêtre est assez intéressante, on va pouvoir maintenant jouer avec le paramètre temps, non plus seulement la fréquence, mais maintenant le temps, c'est-à-dire qu'on peut choisir la fenêtre dans laquelle on veut travailler. Par exemple, quel est le spectre de ce premier pulse? Eh bien, c'est cette fréquence-là. Et naturellement, vous devinez que le spectre de ce second pulse, ça sera juste à côté, au milieu, ici, voilà. Et du troisième pulse, ça sera encore un petit peu à droite. Euh, et ici, bah, ça semblerait être la même chose, hein. On a trois impulsions. Alors, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est est-ce que la première impulsion de cette série de 3 est identique à la première impulsion de cette série de 3 d'impulsions plus courtes. Ben, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une résolution un peu plus intéressante pour pouvoir comparer les choses. Voilà. On va dans le menu trace, ici, menu trace, et on va, cette trace-là, la trace 1, on va la figer. On va mettre une trace 2 qui va représenter le spectre de cette impulsion-là. Et donc cette trace 2, elle devrait se trouver, voilà, elle est ici.
Donc en bleu, on a le spectre du pulse, du premier pulse de la première salve, et en orange, le premier pulse de la salve d'impulsion plus courte. Et on voit qu'effectivement, c'est à la même fréquence, hein. Donc exactement la même fréquence. Il y a juste une différence en termes de puissance, comme on peut se douter ici. Celle-là est plus petite que celle-là. Donc on voit bien qu'effectivement, on a une différence en termes de niveau de puissance. Euh, on peut après venir jouer avec le nombre de points, la trace, et puis venir zoomer pour pouvoir un peu comparer les traces, hein. Et effectivement, on voit que c'est très semblable. Donc déjà, on a déjà un aperçu intéressant de ce qui peut se passer. Ok, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la largeur d'un canal? Quelle est la largeur d'une impulsion? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre sur ce pulse-là. Alors, il faut que je revienne sur mes traces. C'est la trace 1, il faut que je la déverrouille. Voilà. Donc on est au milieu, et ce qu'on va essayer de faire, c'est voir quelle est la largeur d'un canal. Alors on peut le faire avec des curseurs, mais là il y a une mesure automatique qui est très pratique, et qui est ici, qui s'appelle bande occupée, ok, qu'il faut paramétrer. Euh, on va utiliser une résolution identique. On va utiliser une bande de mesure de allez, 100 kHz. 100 kHz. Et voilà. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec une mesure automatique de ce signal-là, de ce pulse-là ici. Et ça fait 21,4 kHz. 99% de la puissance de signal se trouve dans 21,4 kHz. Ok, donc ça c'est voilà, c'est assez intéressant. Concernant celui-là, est-ce que c'est pareil? J'imagine il fera la même largeur. On va voir 21 kHz et celui-là fait. Ah, c'est plutôt celui-là qu'il me fallait. Là, je suis sur celui de droite. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. 21,7. Donc c'est voilà, c'est quasiment identique. Ok. Ensuite, on va essayer de mesurer justement la puissance dans chaque canal. Donc on a vraisemblablement ici trois signaux, hein, clairement, trois canaux. Et on veut pouvoir mesurer la puissance dans chaque canal. C'est une mesure qui est très très fréquente, hein. Et pour ça, ben, on a aussi une fenêtre dédiée à ça, qui s'appelle MCPR, qu'il faut paramétrer également. Donc, faut régler, on va mettre 1 kHz de résolution. On va enlever euh, le filtre. On va mettre une détection moyenne et puis on va régler les canaux. Donc, il y a trois canaux qui font à peu près. Ouais, on avait mesuré 40 kHz à peu près, on va mettre 50. On va mettre à peu près 100, 100 pour avoir un peu de marge. Et puis l'écart entre les deux, ben là c'est simple, hein, il suffit d'utiliser des marqueurs. Un marqueur ici, un autre marqueur à cet endroit-là. Et on voit qu'il y a à peu près 450 kHz entre chaque canal. Donc on utilise cette valeur-là, 450 kHz. Et on va supprimer les canaux adjacents là, qui ne nous intéressent pas. Ok, et on fait la mesure. Et c'est parti, voilà. Donc là ici, dans cette vue-là, on va enlever les curseurs. Hop, on a la mesure directement qui est affichée ici, donc moins 29,78, moins 30,46, moins 31,86. Pour ces trois impulsions-là, si je décide de prendre celle-là, on peut deviner qu'elles seront peut-être un petit peu moins puissantes. Donc au lieu d'avoir moins 30, on aura voilà, à peu près voilà, moins 34, moins 34, moins 35, donc à peu près 3-4 dB d'écart entre les trois. Donc voilà, tout simplement, déjà, on a déjà bien déterminé le signal, hein. On peut voir les fréquences, les puissances, le comportement temporel, hein. On peut très bien aussi, ici,
en remettant des marqueurs, mesurer facilement la largeur des différentes salves, hein. Donc, la première dure 104 millisecondes, la deuxième sera équivalent, et puis les plus petites ici, elles durent allez, près 23 millisecondes. On peut évidemment zoomer pour faire une mesure plus précise. Et voilà. Donc, on a déjà caractérisé assez en détail le signal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un spectrogramme. Donc, je vais remettre une résolution à peu près de 10 kHz et je vais mettre un spectrogramme. Ça va nous permettre de voir très en détail, de zoomer vraiment sur les impulsions et de voir en détail ce qui se passe. Donc, le spectrogramme apparaît. Donc, c'est une vue du dessus, hein, en fonction du temps. On voit les trois premières salles, trois premières impulsions et la deuxième série de trois. Et quand on bouge un marqueur ici, eh bien on voit le marqueur qui bouge aussi ici dans le temps. De haut en bas, il va bouger dans le temps aussi sur cet affichage-là, puisque c'est un affichage temporel. Et puis de gauche à droite, en fréquence, il va bouger aussi en fréquence là. Donc, les marqueurs sont corrélés, on peut voir à tout moment où on est dans le temps et où on est en fréquence. Donc c'est un peu un gymnastique, parce qu'il y a trois dimensions, et au final c'est assez puissant. Et on va par exemple se concentrer sur la première, là, première impulsion, on va zoomer. On va zoomer et on va se retrouver ni plus ni moins qu'ici, qu'au pied de la première impulsion. Là. Et si on zoome, eh bien on voit des trucs intéressants. Et notamment, ici, quand on arrive ici, on voit qu'on a une modulation d'amplitude. On voit que le signal, trois fois, change d'état ici en amplitude. Et ça se manifeste sur le spectre ici, le spectre rouge, qui correspond au spectre au moment où on est sur le spectrogramme. On voit qu'ici on descend, on remonte, on descend, on remonte. Pendant un petit moment, là, on va se retrouver sur une porteuse non modulée, hein, une raie pure, et puis ensuite on va commencer à transmettre la data. Donc ça c'est intéressant. C'est pour la raison pour laquelle on voyait au départ dans la vue des PX ces lobes ou ces choses qu'on ne pouvait pas trop expliquer. Mais en fait, c'est dû en fait à ce type de séquence qui se trouve au pied de chaque pulse, hein. Si je regarde, je vais prendre un petit là, et si je me mets au pied d'un petit, ça sera exactement pareil. Donc, si je ramène mon marqueur ici, je suis au pied du troisième. Alors, je suis bien au pied du troisième, on voit bien que c'est pas le troisième, ça, c'est lequel? C'est le premier des trois encore, donc c'est pour ça qu'il est tout à gauche. Et on voit le même type de choses avec des lobes ici au départ, pendant un temps assez court, hein. C'est pour ça qu'on le voit à 360 microsecondes. C'est pour ça qu'on a très peu de chance de le voir sur un spectre classique, et que là, tout l'intérêt de la technologie DPX se présente. Et là, ces choses qu'on voyait en DPX et qu'on retrouve ici, c'est dû à cette séquence, donc au pied des pulses. Donc tous les pulses après ont ce type de comportement. Euh, Ce qu'on peut noter aussi, après, après ce type de séquence d'introduction, on va se retrouver au milieu du pulse, et là, si on regarde attentivement, on voit que la fréquence bouge de gauche à droite. On voit des fluctuations de gauche à droite. Là, par exemple, on est sur le, le premier pulse de la deuxième séquence, et on voit qu'effectivement, hop, on passe ici, quand on bouge dans le temps, on voit qu'on alterne entre un état gauche, un état droit, un état gauche. Voilà, c'est typiquement la signature d'une modulation de fréquence à deux états, une modulation numérique. Et on voit qu'on transmet un 1 à droite et un 0 à gauche. Et qu'après, quand on va un peu plus loin dans l'impulsion, on n'a pas que des 1 et des 0 qui s'alternent. On va avoir voilà, des séquences binaires plus complexes.
Et ces séquences binaires-là, on peut tout simplement les démoduler, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut déjà venir, par exemple, sur ce pulse-là. On va prendre ce pulse-là, celui du milieu toujours, pour analyser les autres, mais c'est par facilité, hein. Et on peut démoduler la fréquence à l'intérieur de ce pulse. D'accord? Alors, on va pas démoduler sur 2 MHz, ça sert à rien, on va démoduler sur... tout à l'heure, on a vu que la modulation faisait 40, le canal faisait 40 kHz. On peut démoduler sur, sur 50 kHz, ça sera suffisant. Et si on fait ça, eh bien, on se retrouve avec tous les jolis 1 et 0 en fonction du temps. Donc effectivement, en abscisse le temps, on a ordonné la fréquence, en particulier la déviation de fréquence en fonction du temps, sachant que le milieu ici des ordonnées correspond à la fréquence centrale. Et ici, on voit que par exemple sur un état haut, on est dévié de 9,6 kHz. Et sur un état bas, on est dévié de moins 458 Hz. Voilà. Donc chaque état de déviation par rapport à la fréquence centrale code un 0 ou un 1 à un certain débit qui est là le débit binaire, ce qui est toutes les à peu près 100 microsecondes, à peu près 100, voilà, une centaine de microsecondes. Et ça, on peut très bien venir le démoduler. Donc on a toutes sortes d'options dans ce logiciel, hein, et notamment une, un package d'options qui permet de travailler sur les modulations numériques, faire des constellations, de mesurer des EVM, etc. Et notamment décoder tout simplement les symboles. On peut très bien ici lui dire qu'on travaille sur une 2FSK à tel bitrate, hein, ou tel taux symbole ou taux binaire. 100 microsecondes, c'est à peu près 10 kHz. 10 kHz, sans filtre ici. Hop. Et puis, automatiquement, il va savoir dans un tableau décoder les 1 et les 0, voilà, qui se trouvent modulés en fréquence dans cette portion-là du pulse. Donc on peut très bien démoduler n'importe quelle portion, n'importe quel pulse. Voilà, donc on a commencé avec à localiser la position de la transmission dans le spectre. Ensuite, on a un peu regardé comment ça se comportait dans le temps. On a mesuré des fréquences, des puissances dans des bandes, dans des canaux, et puis on peut aller aussi loin que ça, c'est-à-dire démoduler carrément les bits qui sont transmis par les clés de la voiture. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.